Située juste au sud du comté de Starr, se trouve une île de 170 acres que la police du Texas appelle l'endroit le plus dangereux du Rio Grande. C'est un endroit où la violence est devenue la norme et où ceux qui vivent à proximité ont été contraints de s'habituer à une vie dans laquelle ils ont deux choix, le plomb ou l'argent, une balle ou un pot de vin. Bienvenue sur l'île de Fronten, bien qu'un nom plus précis serait l'île du cartel. C'est l'histoire de comment les cartels mexicains ont pris le contrôle d'un États-Unis, ou l'ont transformé en un point chaud du trafic de drogues et d'êtres humains et le raid par les États-Unis, force de l'ordre, pour finalement la reprendre. Alors, qu'est-ce que l'île Fronten, de toute façon? Située au milieu du Rio Grande, qui forme la frontière naturelle entre le Texas et le Mexique, entre 1852 et 1926, le flux d'eau a lentement érodé la terre au nord de la rivière. Cette érosion a conduit à l'érosion de la terre et à la création d'un nouveau canal. Cela a également conduit à la création de l'île en question, surnommée l'île de Fronten, en raison de sa proximité avec le village texan de Fronten. En 1959, l'île était une entité pleinement formée qui était reconnue comme territoire mexicain, mais qui était placée sous le contrôle conjoint du Mexique et branche de la Commission internationale des limites et des eaux des États-Unis. Et c'est ce contrôle conjoint qui finirait par ouvrir la voie aux opérations des cartels. Des querelles entre la Commission internationale des limites et des eaux et le Mexique ont commencé presque immédiatement, ce qui a conduit la Commission internationale des limites et des eaux à délimiter la frontière internationale au sud de l'Amérique, citant les termes du traité frontalier des années 1970. En d'autres termes, la Commission internationale des limites et des eaux a tenté de placer l'île entièrement sous la juridiction américaine, créant une zone grise juridique. Ni le Mexique ni les États-Unis n'offriraient de troupes ou d'agents des forces de l'ordre pour patrouiller sur l'île, et ainsi l'île Fronten est devenue une terre de non-droit, bien qu'elle ne le resterait pas longtemps. Mais au moins dans les premiers jours de ce conflit territorial, la vie sur l'île était assez paisible. Dans les années 80, des éleveurs mexicains ont utilisé l'île pour nourrir leur bétail, grâce à sa végétation luxuriante et ses bambous denses. Des conflits territoriaux ont de nouveau éclaté. Mécontent de l'utilisation de l'île par les éleveurs mexicains, le Ranch Cisneros du Texas a affirmé ses propres droits. L'île est à nouveau devenue une terre abandonnée, inutilisée par les éleveurs des deux côtés. Et c'est à peu près à cette époque que la première activité criminelle a eu lieu sur l'île Fronten. Le 10 juin 1983, un groupe de 7 fugitifs armés s'est échappé de la prison municipale Miguel Alemán au Mexique. Servant maintenant de centre de détention pour immigrants, la prison a une petite capacité de seulement 6 personnes, et elle n'est pas loin des rives du Rio Grande. Elle était plus grande dans les années 80, bien qu'elle servait généralement le même but. Cependant, elle n'était pas si grande qu'un groupe de prisonniers aurait à franchir plusieurs couches de défense. Les fugitifs profiteraient de cette petite taille lors de leur évasion. Envoyés travailler dans la prison, les évadés ont conçu un plan. Utiliser leurs outils pour attaquer un gardien avant de voler son arme pour les aider à faire leur évasion. Armés, ils se sont échappés de la prison par une porte laissée ouverte pour une livraison, puis se sont enfuis vers l'île de Fronten, utilisant sa dense végétation de bambou pour se cacher des autorités. Une crise internationale potentielle se préparait. L'évasion était préoccupante car 3 des 7 hommes étaient détenus en relation avec le meurtre de 2 fonctionnaires de la police fédérale mexicaine. Ils étaient déjà considérés comme dangereux. Maintenant, ils étaient armés. Les autorités du Mexique et des États-Unis ont collaboré pour stopper les fugitifs, malgré un succès limité. Les recherches en hélicoptère sur l'île Fronten n'ont rien donné en raison de la végétation dense et sauvage. La tentative d'évasion a presque réussi. Hélas pour les fugitifs, ils devraient finalement quitter l'île. Cela n'aurait pas été un problème si l'île de Fronten était sous le contrôle des cartels, qui auraient pu les faire sortir clandestinement. Mais ce n'était pas le cas en 1983. Les fugitifs étaient abandonnés à leur sort. 3 ont tenté de quitter l'île le 12 juin 1983, juste 2 jours après leur évasion. Tous ont été capturés. Quant aux 4 autres, on a peu d'informations sur ce qui leur est arrivé et s'ils ont été ou non capturés à nouveau. Un précédent dangereux avait cependant été établi. Les conflits territoriaux sur l'île de Fronten avaient mené à sa mauvaise surveillance. L'endroit idéal pour le transport de drogue, d'armes et même de personnes par les membres du cartel, pratiquement sans surveillance. Entrent en scène le cartel du Golfe et le cartel del Nord-Est, ou cartel del Nord-Est, 2 gangs rivaux qui souhaitent tous deux utiliser l'île de Fronten comme un refuge sûr et un point de surveillance. Ce sont 2 gangs meurtriers sans pitié qui n'hésiteraient pas à vous tirer une balle dans la tête. Le cartel du Golfe a été fondé en 1984 lorsque Juan García Abreu a pris le contrôle de l'entreprise de contrebande de marijuana et d'héroïne à petite échelle de son oncle. Lorsque Garcia a été arrêté et déporté aux États-Unis en 1996, il avait bâti un empire de la drogue de plusieurs milliards de dollars. Selon le groupe de réflexion Inside Crime,
Il prenait généralement 50% des bénéfices de chaque transaction du cartel. Le cartel deviendrait encore plus dangereux. Suite à l'arrestation de Garcia Abrejo, Osiel Cárdenas Guillén a pris le contrôle du cartel du Golfe. La militarisation du groupe suivrait, avec Cárdenas recrutant au moins 31 anciens soldats des forces spéciales mexicaines pour servir de renfort pour leur gang, ainsi que pour former d'autres membres. Chacun des 31 a été tenté par des salaires bien plus élevés qu'ils n'en avaient jamais vus auparavant, avec Guillén leur offrant 3 fois le montant qu'ils gagneraient de l'armée mexicaine. Un régime beaucoup plus brutal était maintenant en place, qui continuerait après l'arrestation de Guillén en 2003 et jusqu'à l'utilisation de l'île Fronten par le cartel du Golfe. Cartel del Noreste est un cartel plus récent, mais pas moins dangereux. Le groupe a débuté au sein du cartel Los Zetas, un autre gang très dangereux du Mexique, mais s'en est séparé en 2015 après la capture du leader des Los Zetas, Omar Trevino Morales. Cette capture a conduit à un conflit au sein des Los Zetas, surtout lorsque le frère de Trevino, Juan Francisco Trevino Morales, a tenté de monter à la tête du cartel. Un contre-coup a suivi. De nombreux membres des Los Zetas pensaient que Trevino parti avait dénoncé d'autres membres du cartel, et les Los Zetas se sont divisés en factions Zetas Vieja Escuela et Cartel del Noreste. Le Cartel del Noreste a adopté une approche tout aussi militante envers le cartel du Golfe. Par exemple, le cartel a mené 38 attaques armées distinctes sur des bases militaires mexicaines entre sa formation en 2015 et 2022. En plus d'une attaque contre le consulat des États-Unis, le message était clair. Mettez-vous en travers de notre chemin et nous combattrons. C'était un message que le groupe a emporté à l'île de Fronten et qu'il incarnerait alors qu'il luttait contre le cartel du Golfe pour le contrôle de l'île. Ces batailles entraîneraient de nombreux incidents terrifiants à partir de 2006. Les deux ont identifié l'île de Fronten comme un bien immobilier de choix en raison des litiges territoriaux entre les États-Unis et le Mexique. Ils ont constaté qu'aucun d'eux n'enverrait de forces policières ou militaires sur l'île. La méfiance générale exacerbait les tensions déjà vives, favorisant la criminalité. Comme l'a dit Mike Salinas, un agent de la Border Patrol qui a passé 30 ans dans la région immédiate, l'optique de toute cette affaire pourrait ouvrir une sacrée boîte de Pandore. Cette ambiguïté a ouvert la voie au trafic de drogue. Les éclaireurs du cartel des deux côtés pouvaient facilement surveiller la seule route pavée menant à l'île pour repérer les signes de policiers américains patrouillant de l'autre côté de la frontière. Des incidents ont vite suivi alors que les cartels gagnaient en confiance face à leur impunité. En 2016, des tireurs du cartel postés sur l'île ont ouvert le feu sur des officiers du Direction de la protection et de la sécurité qui les surveillaient depuis la rive. Une fusillade a éclaté, entraînant la blessure de l'un des soldats du Direction de la protection et de la sécurité. Un autre incident s'est produit en 2019. Cette fois, un bateau de la patrouille frontalière sur le Rio Grande a été pris pour cible par le cartel en colère. Lorsque le bateau s'approchait de l'île Fronten, les tireurs du cartel ont ouvert le feu, tirant plus de 50 balles sur le navire qui tentait de fuir. Étonnamment, l'attaque n'a ni réussi à couler le bateau, ni à blesser aucun des officiers de la patrouille frontalière à bord. Néanmoins, le message était clair. Restez à l'écart, nous contrôlons cette île. Le problème était que ce contrôle était partagé entre deux cartels, tous deux impliqués dans la traite des êtres humains, le trafic de drogue et d'armes. Selon Jason Jones, un ex-officier du renseignement de la Direction de la protection et de la sécurité, le cartel utiliserait cette île, d'après plusieurs histoires qu'il aurait entendues, pour faire entrer clandestinement des personnes aux États-Unis. Le Centre d'études sur l'immigration, ou Centre d'études sur l'immigration, développe les affirmations de Jones, notant des rapports de 8 parents qui ont amené des enfants seuls à travers la frontière via l'île de Fronten. Chacun a payé 9 000 $ au cartel pour faciliter leur déplacement du Honduras aux États-Unis, mais le prix pourrait varier. Le Centre d'études sur l'immigration note que 2 des parents à qui il a parlé ont dit que leur voyage leur avait coûté 15 000 $ chacun. Les habitants du village texan de Fronten n'étaient pas beaucoup mieux lotis. Alors que les deux cartels amassaient de l'argent grâce à leurs activités de trafic de drogue et de personnes, ils ont également jeté leur dévolu sur les 180 habitants du village riverain qui a donné son nom à leur île. Le village, essentiellement peuplé d'éleveurs et d'agriculteurs, était constamment surveillé. Les cartels maintenaient les résidents en ligne avec leurs offres de plomb ou d'argent, un résident de 90 ans ayant confié au Centre d'études sur l'immigration qu'il n'avait pas visité la propriété riveraine de son voisin depuis plus de 30 ans, malgré le fait qu'elle ne soit qu'à 200 yards de distance. À cause de sa peur, quelque chose devait changer. L'élection du gouverneur Abbott a marqué un nouveau départ pour l'île de Fronten. En 2023, il a confié aux forces de l'État et à l'armée du Texas prendre l'île de Fronten par la force et la défendre contre le cartel. Cette tâche a été rendue possible en septembre 2023 quand Buckingham a décidé que le Texas devrait contrôler l'île de Fronten. Un raid était en préparation,
Un raid qui verrait enfin l'île échapper aux mains des cartels qui l'avaient contrôlée si brutalement pendant plus d'une décennie. L'aube s'est levée le 2 octobre 2023. Abbott était devant les troupes rassemblées pour les encourager. La plupart étaient équipés de fusils M4, se déplaçant de côté à côté, alors qu'Abbott leur disait qu'il avait préparé des plans d'évacuation médicale et qu'il y avait du sang supplémentaire pour les transfusions disponibles au cas où nous serions engagés et que quelqu'un soit blessé ou quelque chose. Pas vraiment un bon début de discours. Cependant, Abbott avait aussi des conseils avisés pour les soldats se préparant à attaquer l'île. Il leur a dit de faire attention aux structures couvertes de graffitis, dont beaucoup étaient déjà criblés de balles à cause de l'activité des cartels, car elles donneraient à tout tireur de cartel l'avantage de la hauteur. Ces structures étaient souvent utilisées par les tireurs d'élite des cartels pour observer et tirer sur le personnel de la patrouille frontalière, beaucoup ayant été peintes à la bombe avec des insignes de cartel pour montrer qu'elles appartenaient au gang. Les Texas Rangers ont aussi été prévenus des bombes. Un explosif improvisé avait été découvert sur l'île de Fronten, juste un mois avant le raid, se trouvant à côté d'un stock de fusils semi-automatiques et de munitions. On a dit aux Rangers de surveiller de tels stocks, ainsi que des sacs à dos, des piles de vêtements ou toute autre chose qui semblait suspecte ou déplacée sur l'île. On leur a dit de ne toucher à rien de ce qu'ils trouvent, car ces types d'objets sont souvent utilisés par le cartel pour attirer les envahisseurs dans des pièges. S'ils voient quelque chose, on a dit aux Rangers, ils doivent le marquer, et leurs commandants enverront l'une des 3 équipes de déminage qui sont en alerte et prêtes à suivre leur leader. Le capitaine des Rangers a pris la parole. Il a rappelé aux troupes que l'île de Fronten était l'objet d'une guerre de territoire de cartel. Des balles peuvent commencer à voler, mais il est tout aussi probable que ce soit le cartel du Golfe et le cartel del Nord-Est qui se battent entre eux, qu'ils tirent sur les Rangers. Selon le capitaine, quand ces gars s'engagent, il y a beaucoup de balles qui volent vers eux. Sachez simplement qu'il ne s'agit pas d'une attaque personnelle. Il a conseillé aux Rangers de s'abriter et d'attendre la fin des tirs si cela arrive. Et s'il s'agissait d'un tir intentionnel? Le capitaine a expliqué que c'est une possibilité et que les Rangers doivent être très prudents dans cette situation. Après tout, ils attaquent avec la police fédérale mexicaine. Les Rangers doivent faire en sorte que chaque tir compte et surtout éviter de toucher tout officier de police mexicain avec leurs tirs. Après tout, l'île de Fronten est déjà sujette à des tensions territoriales. Un incident international majeur pourrait survenir. Si les Rangers tirent accidentellement sur un civil non lié au cartel. Cela étant dit, le capitaine des Rangers a donné un dernier conseil. Faites attention aux abeilles tueuses sur l'île. Les Rangers, bien informés, sont prêts à lancer leur assaut. Plusieurs sont nerveux, discutant ou se déplaçant en attendant le signal du départ. D'autres peuvent se demander pourquoi ils prennent cette île en premier lieu. L'île Fronten est non seulement devenue un refuge pour les activités de cartel, mais aussi un élément clé de la politique du gouverneur Abbott depuis son arrivée au pouvoir au Texas. En effet, elle offre un accès direct à la frontière sud des États-Unis, où Abbott affirme que 5 millions d'immigrants clandestins ont transité. Entrés aux États-Unis depuis que le président Joe Biden est arrivé au pouvoir en 2021. C'est pour freiner cette immigration qu'Abbott a créé l'opération Lone Star. L'assaut sera le couronnement de cette opération si les Rangers du Texas parviennent à le réaliser. Ils devront néanmoins faire face à des défis. Au-delà des incidents déjà mentionnés, les derniers mois ont vu l'île devenir un foyer d'activité. Plus tôt en 2023, 5 membres du cartel del Nord-Est ont été arrêtés près de l'île, tous équipés de matériel tactique et armés. En août, un mois avant le raid, des caméras montées sur les sentiers de l'île avaient capturé des images granuleuses d'un trio d'hommes, que l'on croyait être des membres du cartel traversant de l'Avent et du Mexique via l'île. Chacun était en armure corporelle et équipé d'un fusil. Les gardes ne peuvent prendre aucun risque. Ils ont cependant une certaine expérience de ces prises d'île. En avril 2023, des agents de la Direction de la protection et de la sécurité ont mené une opération similaire sur des îles près de la ville d'Eagle Pass. Ces îles, qui totalisaient seulement 45 acres en superficie, avaient également été utilisées par des membres du cartel pour transporter des drogues et des personnes. Comme l'île Fronten, elles étaient négligées et envahies par la végétation. Cette fois, il s'agissait de cannes Carrizo, qui pouvaient atteindre la taille d'une personne, et, selon Don Buckingham, elles poussaient si densément qu'il serait impossible de repérer quelqu'un caché à l'intérieur. Même quelqu'un se tenant à 5 pieds de distance serait invisible aux caméras infrarouges, rendant l'identification à l'œil nu impossible. Les raids à Eagle Pass avaient été des succès incontestables. Au cours des 2 jours suivant les raids, les agents de la patrouille frontalière avaient appréhendé 10 000 migrants, ainsi que saisi au moins 52 livres de fentanyl. Buckingham a plus tard affirmé que c'était suffisamment de fentanyl pour tuer chaque homme, femme et enfant aux États-Unis.
la cargaison étant accompagnée de 38 livres d'ecstasy, 11 livres de cocaïne et 11 autres livres de méthamphétamine. Ajoutez 20 armes à feu, 5 véhicules volés et 48 000 $ et vous obtenez les résultats d'un raid très réussi. Les Rangers du Texas visent un résultat similaire sur l'île de Fronten. Après le briefing, des dizaines d'hommes armés montent dans un convoi de véhicules tout-terrain en direction de l'île de Fronten. Les hommes n'embarquent pas immédiatement. Au lieu de cela, ils envoient des drones pour scanner les principaux chemins de l'île et les structures pouvant abriter des tireurs d'élite. Aucun n'est trouvé. La tâche sera rendue plus ardue par de rares pluies nocturnes qui ont transformé les chemins en profondes ornières boueuses, loin d'être idéales pour un combat. Les drones reviennent à leur véhicule. Déjà en sueur à cause de l'humidité, les Texas Rangers se mettent enfin en route à pied. Ils portent de lourdes armures corporelles alors qu'ils commencent leur patrouille. Ces avant-gardes étant responsables de la sécurisation de l'île pour l'arrivée ultérieure des ingénieurs de la Garde nationale du Texas. Ces ingénieurs dénuderont l'île, coupant la végétation et détruisant les structures de fortune que le cartel a utilisées. Ils installeront également du fil de fer barbelé avant de travailler aux côtés des Rangers pour empêcher l'île de retomber entre les mains du cartel. Tout cela viendra dans le futur. Le raid doit se dérouler en premier. L'objectif principal des Rangers est de couper l'accès à l'île depuis la rive sud du Rio Grande. Les Rangers craignaient que le cartel n'ait déjà été informé de leur invasion, ce qui représentait un problème potentiel. Ils pourraient se retrouver dans une fusillade, alors qu'ils tentaient de capturer la rive sud. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les cartels avaient effectivement été prévenus de l'assaut, mais lorsqu'ils ont entendu parler de la taille et de la force de l'équipe envoyée à l'île Fronten, ils ont choisi de fuir plutôt que de se battre. Les Rangers méfiants se dirigeant vers la cible de la rive sud n'ont rencontré personne. Aucun tireur embusqué dans les bâtiments, ni explosifs ou membres de cartels armés pour les combats au sol. Juste une île vide, évacuée par les membres du cartel qui l'utilisaient comme un refuge sûr depuis des années. Le raid a été un succès. Les Rangers se sont déplacés de point en point après avoir sécurisé l'accès à la rive sud, s'assurant qu'aucune trace du cartel ne restait sur l'île. Satisfaits, ils ont autorisé les ingénieurs de la Garde nationale du Texas à les suivre. Les ingénieurs ont apporté plus d'1,5 mile de fil de rasoir pour débuter la construction de fortifications. La végétation a également été coupée, l'objectif étant de garantir qu'aucun membre du cartel ou immigrant sans papier ne serait jamais en mesure d'utiliser le bambou dense de l'île Fronten pour se cacher des autorités à nouveau. Cet aspect secondaire de la prise de l'île Fronten serait plus tard appelé Opération Flattop. Le Texas contrôlait l'île Fronten et pas une seule goutte de sang n'a été versée. La victoire a été déclarée le 3 octobre 2023, les Texas Rangers posant pour une photo avec le drapeau du Texas. Les 2 mois suivants ont été consacrés à l'opération Flat Top, qui a été achevée le 27 novembre 2023. L'île de Fronten était enfin débarrassée de sa végétation dense et avait été fortifiée à tel point que les passages frontaliers, utilisant l'île comme intermédiaire, deviendraient plus dangereux qu'ils ne valaient. Le Bureau général des terres du Texas a fièrement affirmé qu'il y a eu une diminution de 100% de l'activité des cartels depuis la fin de l'opération. La zone est sous le contrôle du Texas, régulièrement patrouillée par les Texas Rangers et la Garde nationale du Texas. Cependant, les conflits territoriaux qui l'ont transformé en une terre de non-droit, permettant l'utilisation des cartels, n'ont pas été résolus. Le Texas revendique la propriété, le Mexique conteste. Et si aucun des deux pays n'est prudent, nous pourrions voir une autre situation dans laquelle l'île redevient un refuge sûr pour les cartels dans les décennies à venir, alors que les querelles diplomatiques annulent le travail accompli depuis le raid. Découvrez 50 faits incroyables sur El Chapo que vous ignoriez, ou regardez ceci à la place.